Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Max, je suis ravie de vous accueillir dans Rubis sur Canapé. C'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes Max Maslow, concepteur CAO en joaillerie, donc CAO qui veut dire conception assistée par ordinateur, et vous êtes également formateur CAO. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire donc un peu plus sur comment vous êtes arrivé à faire de la CAO ? Alors, moi j'ai commencé, je devais être parmi les premiers parce que j'ai fait un peu de CAO donc, quand j'étais à l'école, sur ma dernière année, et c'était en 2001. Donc 2001, à l'époque, c'était pas du tout développé. Je faisais ça, il y avait peu de logiciels 3D et il y avait les imprimantes, tout ce qui est imprimante 3D, ça n'était pas du tout. Pas de qualité. C'était même, on en avait même jamais entendu parler. Donc en fait, je dessinais simplement parce que j'avais envie de voir mon bijou en 3D sur l'écran, et puis qu'après je pouvais faire un rendu, mais c'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui. Et surtout, j'avais aucune possibilité de ensuite montrer vraiment un projet physique au client. J'étais quand même ensuite obligé de le dessiner à la main et de le fabriquer à la main. D'accord, ah oui, donc vous êtes vraiment précurseur Alors, je dans suis pas la CAO. précurseur parce qu'effectivement, il y a quand même eu d'autres personnes avant moi, à en avoir fait dans mes études, oui, parce que il n'y avait aucun cours. Et moi, j'avais fait ça donc sur ma dernière année, on avait un dossier à présenter et dedans, j'avais inclus des éléments 3D. Et alors, j'avais mes profs qui n'étaient pas du tout d'accord et ils me reprochaient de ne pas vouloir dessiner. Non, ça ne se faisait pas du tout. Donc, ils n'étaient pas d'accord et heureusement, c'était un jury extérieur et j'ai eu la meilleure note. Ouais. J'étais ex aequo avec une autre personne qui était très très bonne en dessin et du coup ça m'a encouragé à continuer. Voilà, je me suis dit bon, effectivement pour le moment on ne peut pas en faire grand chose, mais moi ça me plaisait beaucoup d'allier un peu cette activité manuelle et l'informatique parce que quand j'étais plus jeune j'aimais déjà beaucoup l'informatique. Oui, et puis de toute façon, à partir du moment où quelque chose est nouveau, ça met un certain temps à être accepté, surtout dans la joaillerie où tout évolue hyper lentement. C'est vrai qu'on a des évolutions qui sont minimes et puis on a utilisé les mêmes outils pendant excessivement longtemps. Donc c'est vrai que la 3D, par exemple en architecture, elle est arrivée beaucoup plus tôt et on aurait pu tout à fait la transposer au bijou. Mais voilà, c'est effectivement des gens qui sont un peu réfractaires à ce genre de choses parce qu'ils ont un peu peur de tout ce qui est nouveau. Ça bouscule pas mal les habitudes. Moi qui ai connu la joaillerie avant la CAO et après, ça a radicalement changé les méthodes de fabrication. Oui, donc du coup, en fait, vous vous êtes formé tout seul en CAO, Au puisque début, ça n'existait pas vraiment. Ouais, au début, je devais me former tout seul, donc c'était un peu la galère de ne pouvoir demander à personne. Mais c'est vrai que, bon, à l'époque, quand on est jeune, on apprend vite. Mais je vois aujourd'hui ce qu'on peut faire et la rapidité avec laquelle les jeunes qui sont formés comprennent les choses. J'en serais presque jaloux, parce que c'est vrai qu'en quelques jours, ils sont capables de faire des choses que j'ai mis plusieurs semaines ou des fois plusieurs années à comprendre. Mais c'est normal. Mais du coup, votre formation initiale, c'était de joaillier alors ? À la base, effectivement, je suis joaillier, donc moi j'ai passé un CAP et un BMA, donc j'ai fait 5 ans d'études, donc je connais très bien les méthodes de fabrication. J'ai travaillé ensuite pendant plusieurs années aussi à la main, et parallèlement à ça, je continue à faire de la 3D, mais vraiment un peu comme un hobby, on va dire. Et ce n'est que à partir de 2005-2006 qu'on a commencé à ou à entendre parler des imprimantes 3D exprès pour la joaillerie, donc qui imprimait de la cire, et du coup là ça devenait très intéressant pour le métier. D'accord. Donc en fait, vous êtes joaillier, vous aviez envie de faire du bijou et c'est après que c'est venu. Oui, c'est venu après. Pourquoi être entré dans le monde du bijou ? Alors c'est parce que c'est une grande histoire familiale, puisque on est bijoutier de père en fils depuis le 15e siècle. Donc ça fait un petit moment, c'est un peu des fois le poids du monde sur les épaules, mais voilà. Être à la hauteur. Oui, c'est ça, être à la hauteur. Mon père est joaillier, il est plus joaillier artiste, donc il fait beaucoup plus de la sculpture, toujours de la pièce unique. Et j'ai travaillé, en fait j'ai fait ma première année d'études avec lui, avant de rentrer dans une école. Et ensuite, après, j'ai travaillé 4 ans chez lui. Et c'est chez lui en fait que j'ai pu du coup continuer à travailler à la main, pareil, toujours sur des pièces uniques et
en plus, pendant le temps où j'étais libre, je continuais à apprendre la 3D et on a acheté, du coup, on était dans les premiers à acheter une imprimante 3D parce qu'il ne comprenait pas forcément ce que je faisais, mais voilà, il pensait que c'était intéressant. Et du Il coup, avait envie voilà, d'encourager, que c'était ouais, c'est ça. novateur. Du coup, c'était très sympa parce que ça m'a permis ensuite, tous les modèles que j'avais dessinés, de pouvoir les sortir petit à petit. Et c'est vrai que ça a un côté magique. Le premier jour où on imprime une pièce qu'on a dessinée sur l'ordinateur et qu'elle en fait, elle prend vie, elle est sortie, on peut la toucher. C'est vraiment. Ouais, je me souviens de la première pièce que j'ai imprimée et ça C'est reste émouvant, ouais, ouais. ça reste un souvenir émouvant. C'est vrai qu'après, quand on travaille à la main, on a aussi ça, mais c'est une sensation un peu particulière. Est-ce que c'est long à s'imprimer? Alors c'est assez long, oui et Peut-être non, ça a on va évolué dire. aussi Alors à ça a l'époque. effectivement évolué. Après, les machines qu'on utilisait à l'époque existent toujours. Elles ne sont pas beaucoup plus rapides. C'est une technologie qui n'est pas beaucoup plus rapide parce que c'est vraiment de l'impression comme une imprimante jet d'encre, voilà, comme une imprimante qu'on a à la maison, sauf que ça se fait sur plusieurs couches, donc c'est assez long. Ça prend combien de temps, par exemple, Et pour par exemple, une une bague, il bague faudrait compter simple, entre solitaire, tout 4 ça? et 8 heures d'impression. Voilà, donc en général, on va regrouper les pièces sur un plateau et on imprime ça la nuit et le lendemain, comme ça c'est prêt. Donc c'est long, mais en même temps, la machine travaille quand nous, on peut se reposer. Voilà. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, on va dire la même bague peut prendre jusqu'à 3 fois moins de temps en impression. Ça reste Oh. quand même long, mais on va dire un client professionnel qui viendrait me voir pourrait, le matin, par exemple, avec son fichier 3D, peut avoir son bijou l'après-midi. Ce qui semble un peu délirant, mais ça s'est déjà produit. Ah oui. Donc voilà, il y a quand même ça qui est possible. Mais il y a souvent des problèmes dans les impressions ou la Alors plupart du oui, au temps, ça début, on a des s'imprime bien. problèmes, notamment parce que soit on ne réalise pas qu'on a certaine épaisseur. Voilà, le fait de Mais travailler c'est plus des problèmes c'est plus un techniques que problème liés à technique. l'impression. Voilà, après, une fois qu'on maîtrise voilà, une fois qu'on a L'outil, l'imprimante, au début, il y a forcément quelques ratés, mais au bout d'un moment, non, donc les c'est ratés viennent quelque chose qui principalement de marche bien l'utilisateur. et qui est Oui, utile, oui, 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 voilà, c'est des imprimantes un qui bon outil. sont, oui, relativement fiables. Après, suivant les technologies, il y en a des plus ou moins capricieuses, mais on arrive quand même à s'en sortir bien. D'accord. Et vous, les bijoux que vous faites, c'est donc pour vos clients. Et quels sont vos types de clients? C'est différents profils ou c'est un peu souvent la même? Alors, moi, j'ai deux activités distinctes, puisque à la base, effectivement, je suis joaillier, donc je travaille avec des particuliers. Dans ce cas-là, moi, j'aime bien réaliser pratiquement la totalité du bijou. La différence avec une fabrication classique, c'est que je ne vais pas passer par un gouaché, puis une maquette en cire, et voilà, pour présenter. Je vais plutôt directement dessiner en 3D. C'était pas forcément évident au début, je préférais toujours passer par des croquis, etc. Maintenant, je fais ça assez vite, donc cette partie-là va se faire en 3D. Je peux imprimer une résine pour présenter au client, et après, si c'est bon, voilà, je vais faire une cire. La cire va être fondue, et puis après, je termine le bijou à la main. Donc ça permet de réduire les coûts quelque part parce que je peux pratiquement tout faire en interne. Et puis, il y a plusieurs postes en fait que je peux faire sans avoir faire appel à quelqu'un d'extérieur. Donc c'est vrai qu'on peut avoir du sur-mesure à un prix plus C'est portable. abordable, ouais, on va dire, ce qui est important aujourd'hui parce que c'est vrai Oui, qu'on est parce qu'il y un a peu moins d'heures de tiraillé. Voilà, il y a travail. moins d'heures, souvent pas toujours, mais il y a souvent moins d'heures de travail. Donc, et les gens sont plus toujours prêts à accepter une fabrication à la main parce qu'eux, ils ne voient pas forcément la différence. Mais une chevalière faite à l'ordinateur, par exemple, elle va être faite en 1 heure. J'ai déjà fait des chevalières à la main, tout directement en métal, et c'est en 8 morceaux. Enfin, il me fallait 1 semaine. Donc, évidemment, c'est plus le même coût. Mais c'est vrai que oui, il y a Ça quand n'a même. pas le même charme, mais au moins c'est parfait, entre guillemets. Oui, mais il y a quand même une reprise à la main, donc Oui, on c'est crée vrai. quelque part un peu un défaut. Mais on va Oui. dire à la fin, c'est pas quand même la même qualité de fabrication. Le souci principal vient de la fonte, entre la fonte et le métal travaillé directement en plaque ou en fil. Là, il y a Oui, mais ça, vraie c'est le même différence. problème si on a une cire Et normale. c'est exactement le même problème, c'est Voilà, ça. donc C'est c'est la pas lié à principale la différence. CAO. Non, c'est pas lié à la CAO, hein. Mais les gens font souvent l'amalgame, ils critiquent la CAO. En fait, il y a un problème plus global de fonte où on a une qualité de métal qui est inférieure. Mais ça, un particulier, par exemple, n'en a absolument pas conscience. Donc, à la fin, lui, il voit qu'il peut avoir
tel bijou pour tel prix, c'est surtout ça. Donc il y a des consommateurs, on va dire, qui sont plus informés, mais en général, ils ne se rendent pas vraiment compte. Donc du coup, ça c'est une partie de vos clients et les autres. Voilà, et l'autre partie, qui est la partie principale, ce sont des professionnels, donc pour lesquels je réalise donc les fichiers 3D et les maquettes. Donc moi j'interviens finalement entre le dessinateur ou la dessinatrice et le bijoutier. Donc je suis maquettiste en quelque sorte. Maquettiste, c'est un métier qui existait avant moi, puisque avant on faisait les maquettes en cire à la main. Voilà, la différence c'est que l'expertise technique était souvent donné au joaillier après, puisque le maquettiste lui faisait une pièce globale, il avait l'interprétation du volume. Et après, le joaillier s'occupait de tous les systèmes, les découpes, etc. Aujourd'hui, ce savoir-là, il est un peu transposé et finalement, c'est le maquettiste qui est devenu un peu technicien aussi. Donc, d'où l'importance quand même d'avoir un bagage technique au départ pour savoir comment fonctionne un fermoir. Ces compétences-là, il faut aussi les avoir, savoir où découper, voilà, pour que ce soit ensuite facile pour le joaillier. Oui, et puis aussi savoir ça ne sera pas possible de le faire d'un bloc, il faut être joli. Voilà, mais après, bon, c'est souvent, quand ça se passe bien, c'est souvent un dialogue avec le joaillier, la personne qui va fabriquer, et là, ça se passe bien. Après, c'est pas toujours le cas, il y a des gens qui s'en remettent énormément à mon travail, qui vont pas forcément vérifier derrière, et comme ça pourront dire, bah Ils non, ont entièrement compris. voilà, je vous avais dit, ça fonctionne pas. mais c'est vrai que voilà, finalement, moi, j'ai pas mal de petits clients avec qui je travaille très bien parce qu'ils vont prendre le temps de m'expliquer ce qu'ils veulent. Ils ont réfléchi en amont à comment ça va se faire et ils ont, eux, finalement, la compétence aussi technique. Donc, ils vont m'expliquer vraiment ce qu'ils veulent et moi, je peux retranscrire. On peut discuter ensemble des codes, etc. Donc, c'est des choses qui sont faciles à modifier. Voilà, c'est une façon de travailler qui est assez agréable. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner, pas une définition, mais nous expliquer vraiment précisément ce que c'est la CAO? Alors CAO, ça veut dire donc conception assistée par ordinateur. Donc c'est le fait de, on va dire, transposer un dessin ou un croquis en 3D, donc de lui donner une troisième dimension, des épaisseurs, et de pouvoir finalement réaliser l'objet entièrement, mais de manière virtuelle. D'accord, Voilà. donc on peut le tourner sur l'ordinateur, le voir. Voilà, on peut rentrer à comme l'intérieur, on peut enlever les différents éléments s'il est composé de plusieurs éléments. Et après, à partir de ça, voilà, on va pouvoir on peut générer. simuler des pierres. Oui, on etc. peut positionner des pierres, on peut créer un rendu photoréaliste pour, par exemple, un catalogue, quelqu'un qui ne pourrait pas avoir de stock. On a le problème beaucoup en joaillerie parce que quand on fait une bague, par exemple, il faut différentes tailles de doigts et différentes pierres. En fait, ça fait énormément de références différentes et la matière précieuse coûte cher. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui ouvre une bijouterie ou joaillerie, il se retrouve avec ce problème de stock qui est énorme. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir faire un rendu photoréaliste, par exemple, ça permet de ne pas sortir tous les modèles. On peut présenter toute une gamme de couleurs, voilà, parce que pareil, or rose, or jaune, or blanc, plus si je En rajoute quelques rubis, clics, diamant, on peut voir la voilà, différence. on peut sans finalement avoir, présenter énormément de modèles sans avoir à tous les produire. Et comme ça, on fait, c'est plus tout à fait du sur-mesure, mais c'est quelque part du semi-sur-mesure. C'est un peu ce qui est à la mode en ce moment, c'est que les gens vont pouvoir vraiment choisir tout ce qu'ils veulent et pas se limiter au stock du bijoutier. C'est de la personnalisation. C'est ça, c'est de la personnalisation. Donc, c'est pas de la pièce unique, c'est pas du sur-mesure, mais c'est une personnalisation. Donc, c'est tout à fait dans l'air du temps. Exactement. Et pour quel type de bijoux on emploie ce procédé? Tous les bijoux, c'est possible de les faire en CAO? Alors, ou... en pratique et en théorie aussi d'ailleurs, tous les bijoux sont réalisables en CAO. Après, suivant le logiciel qu'on utilise, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à faire à l'ordinateur. Ou alors c'est plus ou moins intelligent ou rentable. Voilà, c'est surtout ça en fait. Pour moi, la CAO, c'est toujours rester un outil. Donc, quelqu'un qui maîtrise toute une gamme d'outils, qui sait utiliser une lime et puis qui sait aussi utiliser une souris, voilà, il est capable de dire à quel moment on va utiliser ou pour quelle partie du bijou on va utiliser la 3D. Tandis que quelqu'un qui n'est pas forcément au courant, il va faire ce que font énormément de gens aujourd'hui, c'est se dire bon bah finalement le déroulé de d'habitude, c'est on fait un dessin, on fait un fichier 3D, on fait une fonte et puis ainsi de suite. Mais certaines fois, c'est pas du tout intéressant. C'est des fois plus long. J'ai des fois l'exemple de l'anneau torsadé. Voilà, un anneau torsadé fait à la main, ça va très vite et c'est du fil. Et le fil, il est déjà propre. On a juste une soudure à faire.
Oui, on tourne le fil, on sauve Voilà, et c'est voilà, fini. où c'est Sinon de le faire voilà. Ou effectivement. les billes ou n'importe quoi, voilà, c'est tout, il y a tout un panel de formes en fait qui sont quand même beaucoup plus faciles à faire à la main ou en tout cas d'une autre manière qu'en 3D. Puis l'impression 3D génère des strates de construction et la fonte génère un grain. Donc pour tout ce qui est petits éléments, notamment les torsades, les perles, tout ce genre de petits éléments répétitifs, c'est très très long finalement à renettoyer à la main. Et Et puis pour garder une l'aspect unité, ouais. géométrique, enfin C'est ça, donc j'ai effectivement des fois, comme je reçois des fois des fichiers 3D juste à imprimer sans que j'intervienne moi dessus, on voit des fois des gens qui ne connaissent pas bien le métier et qui n'utilisent pas du coup la bonne technique. Donc c'est intéressant quand même de savoir un peu toute la chaîne pour pouvoir choisir quelle est la meilleure méthode. Est-ce que parfois c'est plus intelligent de faire une cire? Parce que là on disait soit on le fait directement à la main, soit on le fait en CAO, et de faire une cire à la main, c'est toujours plus long ou il y a quelques fois c'est... Oui, c'est aussi effectivement une alternative où on resterait sur de la fonte. Tout ce qui est répétitif, très clairement en CAO, c'est beaucoup plus rapide. Après, c'est pour tout ce qui est sculpture, voilà, par exemple, tout ce qui est animalier, c'est plus difficile. On ne sent pas la matière quand on travaille à l'ordinateur, donc on va avoir une bonne perception des volumes, mais c'est pas comme quand on travaille en cire à la main. Donc il y a Voilà. certaines formes où effectivement, si on est doué à la main, en fait... Oui, qui sont plus faciles à aborder. Alors après, je pense que il y a des logiciels maintenant qui sont bien développés et qu'on peut faire des trucs quand même vraiment sympas. Mais pour moi, il y a certaines choses, j'aurais toujours quand même envie de les faire à la main. Après, c'est l'artisan qui parle, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a suffisamment de logiciels et suffisamment de technologies pour pouvoir, on va dire, tout faire à l'ordinateur. Mais certaines fois, voilà, on n'a quand même pas toujours le même ressenti. Donc en fait, les avantages et les inconvénients de ce procédé, c'est les avantages, c'est la rapidité. Oui. Et en fait, c'est pour vraiment, en fonction du produit, c'est plus ou moins avantageux. Oui, oui, oui. Après, Mais en règle générale, c'est quand même... c'est-à-dire qu'il y a après il y a souvent des moments où c'est répétitif, notamment quand on fait une collection en joaillerie, on a par exemple plusieurs tailles de doigts à faire, donc on va refaire la même chose, ou alors une bague est symétrique, ou une paire de boucles d'oreilles. Souvent, la paire de boucles d'oreilles, c'est difficile parce que voilà, c'est une vraie symétrie, il faut pouvoir faire le miroir de l'autre pièce, et sur certaines, c'est vraiment très compliqué, tandis qu'à l'ordinateur, en 2 clics, on a fait l'identique, donc on gagne beaucoup de temps. Pareil, quand on fait une collection, on a souvent des motifs qui reviennent, donc c'est des motifs qu'on peut récupérer, qu'on a fait une fois, mais qu'on va pouvoir récupérer, donc il y a ces avantages-là. Il y a aussi le fait de pouvoir conserver les modèles, parce que si je fais quelque chose pour une cliente et qu'elle revient 10 ans après, elle me dit j'ai perdu ma bague, je suis malade, oui, ok, là dans le cadre d'une pièce unique, j'aurais pas fait un moule par exemple, et même si j'avais fait un moule qui je retrouve 10 ans plus tard, c'est compliqué. Donc là, je sais que j'ai le fichier, je peux ressortir exactement la même chose. Donc il y a quand même pas mal d'avantages à utiliser la 3D. Et l'inconvénient, c'est juste qu'effectivement, parfois, il y a des petites nuances qui sont difficiles à retranscrire. Voilà, et il y a aussi un autre désavantage, c'est qu'on ne peut pas aller sur des finesses autant que ce qu'on pourrait faire à la main. Ah bon? Ouais. Par exemple, notamment que ce soit à l'impression ou à la fonte, justement, par exemple, pour avoir les griffes pour tenir les pierres très très fines, moi je vais avoir beaucoup plus de mal à faire des griffes fines en 3D. Alors c'est facile à faire sur l'ordinateur, mais après derrière elles ne sortiront pas forcément correctement en machine. Et pareil en fonte. Ouais, pareil en fonte, si c'est trop fin, il faut savoir, quand même on coule du plâtre dessus. Voilà, le métal est injecté, donc il y a des fois où ça ne marche pas très bien. Donc il y a certaines fois où c'est bien justement de se dire, bon, je vais faire cette partie-là en 3D, mais là, cette partie-là, j'ai envie que ce soit très fin, voilà, je vais la réaliser à la main. Et là, du coup, c'est intéressant. On gagne un peu en crédibilité parce qu'on a réussi à faire quelque chose en mixant les deux techniques et on s'est pas dit, tiens, cette technique est désavantageuse, mais juste j'ai tiré avantage de cette technique. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez quel est le pourcentage, la proportion de bijoux sur le marché qui sont fabriqués en CAO? Alors un pourcentage, c'est difficile à dire. Je pense qu'on va dire en France ou sur Paris, qui est un domaine que je connais mieux, on doit être pas loin des 80%. Je pense qu'on le fait majoritairement par souci d'économie.
on va dire à partir d'un moment. Quand on démarre, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'un artisan va toujours se dire si c'est moi qui le fais, ça me coûte moins cher. Mais au bout d'un moment, on va dire un artisan qui est établi depuis plusieurs années, voilà, il va forcément se dire ça, j'ai plus envie de le faire, j'ai pas envie de le faire. Et puis il va prendre cette habitude-là parce que c'est facile. Voilà. Donc, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps pour faire des pièces qui sont plus sympas, etc. C'est vrai qu'un bijoutier aujourd'hui, il est un peu coincé entre la place Vendôme qui a des prix qui sont hyper élevés et au contraire, ça peut être Mauboussin ou n'importe quel bijoutier qui va fabriquer en Asie, et ben, il se retrouve coincé entre les deux parce que les gens, en fait, ils ont Place Vendôme une idée de prix qui est excessivement élevée et après ils voient dans ce qu'ils peuvent comparer, ils voient des prix qui sont vraiment hyper bas. Donc quand le bijoutier arrive et que lui annonce un prix, c'est souvent trop cher. S'il doit réaliser à la main, il se dit là j'y arrive pas, alors je vais essayer de trouver une solution plus économique et par défaut on va utiliser la CAO, pas parce que c'est intéressant mais parce que ça pourrait potentiellement coûter moins cher. Donc aujourd'hui on est resté beaucoup là-dessus, ça permet de garder du travail quand même fabriqué sur mesure en France à un coût qui est un peu plus ce à quoi s'attend le client. Voilà, parce qu'il a une idée qui est fausse du prix que pourrait coûter un bijou. Quand on n'est pas averti, on a du mal à voir les différences et on se dit non, c'est trop cher. Et pour les joailliers ou pour les grands noms de la joaillerie, on utilise aussi beaucoup la CAO parce que ça permet de faire énormément de modifications. Donc il y a beaucoup de contrôles, il y a beaucoup de changements de collection. Donc au final, on fait un dessin et on peut se permettre énormément de changements, ce qu'on pouvait difficilement faire avant quand c'était fabriqué à la main, parce qu'au bout d'un moment, on enlève, on rajoute de la cire ou on ressoude. Enfin, le bijou, à la fin, ne ressemble plus à rien. Tandis que quand il est fait finalement en 3D, eh bien, les modifications, elles ne se voient pas. Donc c'est vrai que c'est devenu une méthode de travail. Au début, c'est vrai que Place Vendôme, on n'aimait pas trop dire qu'on travaillait avec la 3D parce que ce n'était pas un travail manuel. Ce qui est à moitié vrai, on va dire, parce qu'il y a quand même après un savoir-faire pour tout ce qui est montage. Mais c'est quand même, ça passe dans les mains du joaillier. Voilà, mais dans la tête des gens, quand ils voient, s'ils imaginent que c'est fait en 3D, ils vont se dire non, je vois pas pourquoi je paierais si cher un truc fait avec une machine. Voilà, c'est pas tout à fait vrai. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont été assez frileux aujourd'hui. Maintenant, c'est un peu passé dans les habitudes, c'est assez conventionnel peut-être. Alors, il y a toujours beaucoup de pièces qui sont faites à la main. Mais en fait, du coup, les pièces faites à la main, c'est essentiellement des pièces uniques ou de haute joaillerie alors. Oui, mais on fait de la pièce unique aussi en CAO. Des fois, ça vaut quand même le coup. Mais celles qui sont faites, les 20% entre guillemets restants qui ne sont pas faits en CAO, c'est plutôt du coup du très haut de gamme. Alors, ça pourrait être soit du très haut de gamme, effectivement, je pense qu'on a les deux extrémités, soit c'est du très haut de gamme, et notamment pour garder des choses qui sont très très fines, ou bien parce que techniquement on a décidé que c'était plus intéressant. Ou alors des joailliers petits qui démarrent et qui n'ont pas, qui n'ont pas forcément la possibilité de mettre de l'argent dehors et qui du coup vont passer du temps à faire leurs pièces alors que ce serait plus rapide à faire en 3D, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Voilà, sa propre main-d'œuvre ne coûte pas cher forcément quand c'est juste du temps. Donc quand on démarre, donc, voilà, au milieu, on utilise beaucoup la CAO et même à l'étranger, c'est vrai que voilà, on a beaucoup de choses, je pense, qui viennent de l'étranger, qui sont faites aussi maintenant par ces procédés-là, forcément. D'accord. Et vous savez comment du coup ça a évolué les dernières années? Ça a été rapidement que d'un coup tout le monde s'est mis à utiliser la CAO ou ça s'est fait vraiment progressivement? Alors je pense que à partir de ça s'est réellement démocratisé, je dirais aux alentours de 2010. Donc c'est récent. C'est assez récent. Quand moi j'ai commencé, donc comme je disais en 2001, c'était totalement anecdotique. Et puis ça s'est fait petit à petit. Voilà. Quand j'ai commencé à utiliser une imprimante 3D, c'était assez nouveau, donc c'était en 2006. Voilà. Et puis ça a commencé, je pense, à partir de 2010, à vraiment chambouler les méthodes de fabrication. Donc là, il y a eu un tournant en fait. Il y a eu un tournant, mais c'est vrai que moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient excessivement frileuses du procédé parce que ça leur faisait peur. Ils avaient peur d'être remplacés. Oui, qu'il n'y ait plus de joaillier. Voilà. Donc combien de fois on m'a dit tu tues le métier, c'est pas bien ce que tu fais. Alors moi je voyais pas forcément le mal parce que je voyais pas la chose de cette manière-là. Pour moi c'était juste un outil de plus, mais
pour eux, c'était pas, voilà, c'était la machine qui allait les tuer. C'est un métier qu'on fait par passion. La majorité des artisans aiment leur travail quand même. Donc On n'arrive pas là par hasard. Non, donc c'est ça le plus important. Je pense que après, il y aura toujours une partie de la population qui va être sensible à un travail qui est fait à la main ou alors à un travail qui est fait avec passion. Surtout, j'ai envie de dire, plus que forcément à la main. Moi, dans les pièces que je fabrique, la totalité est faite en CAO. Derrière, je retravaille à la main, mais ça reste un travail fait avec de la passion. Et du coup, ça fait des pièces qui sont un peu c'est que le métier évolue, mais le métier évolue, voilà, et il faut vivre avec ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort de l'école, il a un peu plus il a du mal à progresser du fait de ces méthodes de fabrication qui aujourd'hui ont délégué la partie technique aux maquettistes. Donc c'est ça qui est un peu plus embêtant, et on se retrouve avec des cursus qui sont plus courts et où les gens sont moins bien formés. Et à terme, c'est vrai qu'il y aura quelques personnes qui seront vraiment passionnées, qui feront un travail un peu différent. Il y aura une masse de personnes qui, finalement, vont faire un travail qui va être très intéressant. Et c'est dommage parce que, à la base, ce sont des gens qui sont quand même arrivés là parce qu'ils aimaient ce métier-là. Et je pense que dans certains cas, l'envers du décor, il est un peu difficile quand on se retrouve à faire un travail qui est répétitif, un travail toujours de machine. De la prise de fonte. Voilà, c'est dommage, mais pour les gens qui sont passionnés, il y a toujours une place. Pour moi, il y aura toujours une place et toujours des clients qui seront sensibles à ça. Par exemple, quelqu'un qui veut être designer de bijoux, aujourd'hui, il ne peut pas vraiment se passer de la CAO, Alors, sauf s'il fait que des dessins. Mais... Voilà, c'est ça. Alors après, ça dépend comment il se positionne. Effectivement, s'il se positionne en tant que dessinateur, là, il peut tout à fait se passer de la CAO. Il ne sera pas concerné. Mais quelqu'un qui arrive et qui effectivement veut aller un peu plus loin, il va à un moment devoir passer par de la CAO. Si c'est pas lui qui fabrique, ou en tout cas lui qui conçoit en CAO, au moins c'est bien pour moi c'est même essentiel de connaître comment ça fonctionne, parce que certaines fois on se dit tiens, ça je vais le faire en 3D parce que c'est facile. En fait, c'est pas forcément le cas. Ou je vais modifier ça, c'est facile, c'est pas toujours le cas. Donc ça permet d'anticiper. La CAO, ça a ramené aussi un certain nombre de personnes qui étaient extérieures à la joaillerie et qui du coup... Mais oui, justement, voilà. Par exemple, il y a peut-être des gens qui ne sont pas du tout joailliers, mais qui maîtrisent bien le logiciel 3D, peut-être que, je ne sais pas, dans un autre domaine, et du coup se retrouvent à faire ça, mais ils y arrivent ou c'est parce que ce n'est pas possible? Tout à fait, donc ils y arrivent d'une certaine manière. Alors il y a deux façons de prendre les choses. Il y a un côté où je trouve ça intéressant parce que quelqu'un qui justement est designer de toute autre chose pourrait se dire tiens, j'ai envie de faire du bijou, j'ai envie de m'essayer au bijou, et les outils 3D vont lui permettre de le faire. Ça veut dire qu'il va pouvoir arriver. Alors effectivement, il n'aura pas les connaissances techniques, mais j'ai envie de dire aussi, il n'aura pas non plus les contraintes techniques. Parce que des fois, quand on est formé en joaillerie, on s'auto-impose des contraintes techniques parce qu'on a toujours fait comme ça. Voilà, et on va se limiter. On va se limiter parce qu'on fait comme ça d'habitude, et je pense que c'est implicitement, on est limité. Quelqu'un qui arrive et qui fait du design, il va dire moi je veux faire une bague comme ça, ou je veux faire une paire de boucles d'oreilles comme ça, et ça donne des formes auxquelles on n'aurait pas nous forcément pensé, parce que en France notamment, on a un travail qui majoritairement est très conventionnel. Donc ça permet d'avoir des formes qui sont différentes. Il y a des travaux faits par des designers qui ont créé des bijoux qui sont très intéressants. J'ai travaillé notamment avec Jean-Luc Moulin, qui est sculpteur, et lui avait scanné un os de son pouce et on l'avait déformé pour en faire une bague. Donc ça donne un travail qui est conceptuel, et il a utilisé l'outil 3D pour finalement réaliser une pièce qui est une pièce... C'est original. Oui, voilà, c'est très conceptuel, mais en tout cas, il avait vraiment mixé finalement, c'est son expérience de sculpteur avec des outils 3D, et ça donnait un résultat qu'on n'aurait pas forcément appréhendé de la même manière à la main. Donc c'est intéressant. Après, il y a l'autre côté où effectivement, il y a des gens qui n'avaient rien à faire dans le métier qui sont arrivés, et là, ça pose des fois problème pour les gens qui étaient déjà en poste. C'est que ce sont des personnes, notamment qui sont arrivées en 2008 avec la crise donc de l'automobile, et il y a eu une baisse d'activité. Il y a beaucoup de personnes qui étaient très bonnes en 3D qui sont venues en joaillerie et qui se sont mis à travailler en 3D. Donc elles n'avaient pas les connaissances techniques, mais elles pouvaient les apprendre, et c'est plus facile dans ce sens. C'est plus facile de savoir quelle épaisseur fait une griffe, et qu'est-ce qu'une griffe, qu'est-ce qu'un chaton, voilà, que de vraiment maîtriser correctement un outil 3D où là ça prend plusieurs années. Donc on s'est retrouvé avec pas mal de personnes qui venaient d'un autre secteur
et qui finalement se sont retrouvés un peu en concurrence avec des joailliers qui, eux, s'étaient formés en 3D. Donc finalement, la concurrence, elle est à tous les niveaux et dans tous les secteurs. D'accord. Mais c'est un peu comme aussi le contrôle qualité. Certaines façons de voir, on dit qu'il faut absolument avoir été joaillier un certain temps pour contrôler, et d'autres disent que justement on a un œil différent et donc du coup on voit des choses. Oui, c'est toujours une question de point de vue. Après, oui, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là, ben, il va avoir un défaut et puis il va vouloir le corriger. Bon, ben, il faut se débrouiller quoi qu'il en soit. Après, peut-être que quelqu'un qui a en tête les contraintes techniques va pouvoir se dire, bon, effectivement, là, il y a un petit souci, mais ça ferait reprendre une énorme partie du bijou, ou alors il faudrait dessertir des pierres, etc. C'est dangereux. Eh bien, on ne va pas le faire, on va laisser ça. Donc, il y a un raisonnement peut-être plus pragmatique et des fois plus intelligent, mais parce que c'est fait en connaissance de cause. Après, voilà, il y a ces deux écoles, hein, c'est comme tout. D'accord. Vous faitt aussi des formations, ce qui est partie de votre travail. Absolument. Quels sont les profils des apprenants? Pourquoi ils se forment à la CAO? J'ai eu un peu de tout. Il y a alors de tout et de tous les secteurs. Euh, il y a une partie non, il y a une partie des personnes formées qui est plutôt jeune, plutôt on va dire curieuse de savoir ce qu'est la 3D, comment ça fonctionne, sans forcément se dire que derrière ils vont travailler avec, mais au moins ils sont conscients que l'outil est devenu indispensable et qu'il faut qu'ils en connaissent au moins un minimum. Et après, dans les personnes formées, il y en a qui vraiment ont un bon feeling avec ça et qui vont continuer. Je pense après, c'est peu importe l'âge, mais on n'est pas tous égaux dans la vision en 3D. Et il y a des gens, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a des gens qui vont mettre beaucoup plus de temps à apprendre et d'autres qui ont des facilités énormes. Je le vois sur un même cours. De voir, c'est la façon de visualiser en 3D. On est tous différents. Et après, il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise en informatique, qui pourtant réalisent des pièces super sur un logiciel 3D. Ils ne connaissent pas du tout l'environnement, mais en tout cas, ils savent faire fonctionner le logiciel. Oui, qui ont compris la façon de voir en 3D, mais qui ne sont pas très à l'aise avec l'outil informatique. Voilà, si à un moment il y a un problème sur l'ordinateur, c'est la fin du monde. C'est pas forcément des geeks. Voilà. Et après, j'ai des gens de tout âge, mais c'est vrai que forcément, même sur des personnes plus âgées, il y a des voilà, il y a des choses que les gens vont comprendre vite et moins vite. Et après, j'ai eu un joaillier qui était venu voir, qui devait avoir peut-être 50 ans. Et il m'avait dit, voilà, moi la 3D, je ne comprends pas. Ça me fait un peu peur, mais ça m'intéresse. Parce qu'à l'époque, mon père, il travaillait à la main. Et quand la fonte à cire perdue s'est démocratisée, il a dit, ah non, non, ça m'intéresse pas, c'est pas bien, ça me plaît pas. Et sur la fin de sa carrière, il s'était retrouvé complètement dépassé par les gens qui travaillaient en cire, qui faisaient fondre leur bijoux, tandis que lui, il travaillait essentiellement avec des plaques et du fil. Et sur la fin, il avait, comme aujourd'hui, entre la 3D et une cire faite à la main, il y avait des trop grosses différences de prix. Et voilà, et il a vu son père, comme il travaillait avec lui, il a vu son père un peu dans des situations des fois délicates. Et assez intelligemment, je trouve, il m'a dit, voilà, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, j'avais envie de savoir comment ça fonctionne et de pouvoir, voilà, pas me retrouver en fait comme mon père. Donc oui, il y a un peu de tout. Puis c'est vrai que c'est pas forcément après des gens qui viennent du bijou, il y a des gens qui viennent découvrir la joaillerie par la 3D. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Des fois, ils ont aussi des façons de voir les choses un peu différentes. Les personnes qui ont déjà fait de la joaillerie, qui viennent se former, elles ont souvent la réflexion qui est identique à celle de l'atelier. Ils essayent de fabriquer comme ils ont appris à la main. Des fois, ça marche, alors que quelqu'un d'autre n'y aurait pas forcément pensé. Et des fois, au contraire, c'est beaucoup plus long. Oui, il y a une façon beaucoup plus rapide de le faire avec le logiciel. Voilà. D'accord. Et est-ce que, donc du coup, c'est difficile de vraiment maîtriser la CAO pour en faire son métier? Alors, oui, je pense. Je pense que c'est difficile il y a une prise en main qui est assez rapide, on va dire plus rapide que d'apprendre la joaillerie. Juste pour comprendre. Voilà, comprendre les mécanismes et puis arriver à faire quelques pièces, ça, je pense qu'on peut y arriver assez rapidement. Après, pour avoir un niveau professionnel, voilà, là, il y a quand même des années d'expérience, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme n'importe quel joaillier, n'importe quel sertisseur.
n'importe quel polisseur ou polisseuse, voilà, c'est des métiers finalement où il faut quand même énormément bosser et c'est pour ça qu'on a beaucoup de spécialités. Finalement, moi je travaille pratiquement plus à la cheville parce que je serais beaucoup trop lent, parce que je me suis spécialisé en 3D. Mais peut-être que derrière, si j'avais continué, effectivement, je ne ferais rien en 3D. Mais pratique. Voilà, donc c'est vrai qu'on a des métiers décomposés parce que ça réclame un savoir-faire et il faut en faire énormément. Oui, on ne peut pas être excellent sertisseur, excellent joaillier. On n'a pas assez de temps dans une journée pour tout. Exactement, on n'a pas assez de temps dans une vie. Donc c'est vrai qu'après, on peut se débrouiller pour faire un peu de tout, c'est sûr, mais quand on veut vraiment faire quelque chose de très bien, c'est des métiers en plus où on vise toujours l'excellence. L'exemple du sertisseur, je le prends souvent parce que même un beau bijou, si on le donne à un mauvais sertisseur, à la fin, c'est une catastrophe. Et le bijou est foiré à cause d'un corps de métier, parce que peut-être que j'ai voulu sertir moi-même. Comme au poli, hein. On peut abîmer une pièce s'il y a des vagues. Complètement. Voilà, des vagues qui restent des rayures ou que la forme est perdue. Voilà. Et de vouloir faire soi-même parce que on a envie de maîtriser toute la chaîne, ce qui est tout à fait honorable. Et quelle qualité il faut du coup pour vraiment être professionnel dans le secteur CAO? Je pense de la patience, parce que des fois, et notamment au début, on ne comprend pas ce que raconte le logiciel ou qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, patience et persévérance, je pense que c'est deux qualités. Voilà, il n'y a pas finalement, dans les gens que j'ai formés qui avaient envie d'être formés, j'ai pas eu de cas où les gens ont jeté l'éponge en disant voilà, j'y arriverai jamais. Et puis même des personnes du coup qui avaient beaucoup de difficultés au début. Eh bien, il y en a que j'ai du coup ont bien compris doucement et après. Voilà, c'est ça, et qui ont persévéré. Et puis des années plus tard, quand je les recroise, elles ont un niveau tout à fait correct. Alors que c'est vrai qu'en les voyant au début, on se disait ça va être compliqué. Mais il n'y a pas, voilà, tout le monde peut y arriver. C'est encourageant. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait du coup devenir concepteur CAO, de faire peut-être une école de bijouterie avant ou non Alors moi, je conseillerais un minimum quand même de bijouterie parce que je vois la différence avec quelqu'un qui ne connaît pas le métier. Il a beaucoup de mal au début. Déjà, c'est assez mal vu. Voilà, c'est toujours pour ces raisons-là. On aime bien travailler avec des professionnels qui parlent le même langage que nous. Et surtout au début, voilà, quand on travaille en 3D, c'est un peu comme si on travaillait au microscope, on travaille en très gros. Donc on a tendance à faire des choses qui sont trop fines. Et quand on n'a pas ces habitudes, quand on ne se rend pas compte des épaisseurs, hein, on fait pas mal d'erreurs. Et des fois, ces erreurs, si elles ne sont pas vues après ou à temps par le joaillier, c'est une énorme perte de temps et d'argent. Donc, pour moi, il y a quand même une base à avoir. Et après, il y a aussi une sensibilité sur le volume. Parce que même si c'est de la 3D, on a un dessin, il faut pouvoir interpréter. En général, on a une perspective et puis il nous manque énormément d'informations. Donc il faut de l'entraînement pour avoir de belles courbes, pour avoir un beau volume. Et ça s'improvise pas. On n'est pas doué dans ça. C'est l'expérience qui va faire aussi que. Donc quand on fait une école de bijouterie, on fait forcément un peu de modelage ou de la cire et ça nous aide à avoir un œil exercé sur qu'est-ce qu'est une belle courbe, qu'est-ce qu'est un beau volume. C'est des choses qu'on n'a pas forcément quand on n'a pas cette expérience-là. À part ça, non. Voilà, je pense que c'est un plus. Ça n'empêche pas que voilà, quelqu'un qui démarrerait de rien. C'est vrai que moi j'ai commencé la 3D parce que ça me passionnait. J'aurais sûrement arrêté quand j'avais tout le monde autour qui me décourageait. Donc il faut quelqu'un qui est passionné, même s'il n'a pas fait d'études de bijouterie au début. Il va apprendre comme tout le monde. Voilà. Un peu la bijouterie différemment, faire des stages. Mais oui, et puis ça reste, malgré tout, je pense que même si c'est de l'informatique, ça reste un outil sur lequel il faut avoir de la passion, faire son travail avec passion. Et après, derrière, il n'y a pas de raison, on y arrive tous. C'est super, c'est très encourageant. Merci Max pour toutes ces infos hyper intéressantes. Et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles.
Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Rubis sur Canapé.